aborder la question du tram et du tram liégeois. Nous avons souhaité organiser cette rencontre juste après le début d'entrée en activité de ce moyen de locomotion que nous avons tant attendu pour peut-être y mettre un peu de science, prendre un peu de recul sur le sujet et surtout se projeter dans l'avenir. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à nos trois intervenants. Monsieur Pierre Duzinx, qui est vice-recteur à la mobilité et qui est titulaire de la chaire automobile et ferroviaire. Véhicule terrestre, oui. Véhicule terrestre, ok. Oui. Y compris les trottinettes, oui. Monsieur Gatton, qui est économiste des transports, et Monsieur Teller, qui est urbaniste. Alors aussi, pour les mauvaises langues, éventuellement, je signalerai que voilà, c'est un plateau exclusivement masculin, mais que c'est un hasard absolu. Et parfois, on a des plateaux uniquement féminins. Donc, voilà, il n'y a pas de question de genre. Surtout, ne nous en faites pas de reproches. Donc voilà, Monsieur Duzinx, vous avez souhaité entamer cette petite partie d'exposé, donc qui durera plus ou moins 30 minutes, plus ou moins 10 minutes par intervenant, suite à quoi nous couperons d'abord les caméras, puis nous donnerons la parole à la salle pour un échange qui se veut, nous l'espérons en tous les cas, riche et convivial. Merci beaucoup. Bien voilà, bon, puisque c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir les exposés, je suis d'abord très heureux d'être parmi vous. Je pense qu'en fait, effectivement, ce tram que nous avons tant attendu est un très bel objet et en plus, il stimule l'imagination à plus d'un titre. Je vais parler sur deux plans. Le premier, c'est mon sujet de recherche qui consiste à étudier les véhicules terrestres et en particulier aussi tous les systèmes de propulsion électrique, hybride et piles à combustible. Alors, moi, je trouve que pendant tout le début de ma carrière, on était très souvent attirant dans les véhicules terrestres parce qu'on développait les véhicules automobiles. Force est de constater que les temps changent et j'en suis le plus heureux du monde. Le tram met enfin en évidence aussi un autre aspect des véhicules terrestres qui est le véhicule collectif. Beaucoup plus vertueux pour les centres-villes et la qualité de l'air, la qualité de la vie au centre des villes est une des préoccupations majeures du développement des systèmes de transport. Alors moi, je trouve que c'est aussi un bel exemple parce qu'il fait rêver avec d'autres technologies que celles qui utilisent le pétrole a priori. Le fait que ça stimule aussi la créativité des chercheurs, la créativité de ceux qui fabriquent le tram, qui fabriquent les systèmes liés au tram, mais aussi ceux qui souhaitent entreprendre avec différentes combinaisons de systèmes de transport. Et moi, j'ai observé qu'il y a un grand intérêt en termes d'emploi direct et indirect pour le tram et pour les véhicules électriques en général, que la ville de Liège et la ville de Zénobgram, donc l'électricité, et ça fait un petit moment qu'on aime ça, et qu'on l'avait peut-être un peu mis de côté de manière, je veux dire, indue. Et donc, mon souhait, moi, ce serait que justement, il y ait un attrait nouveau pour tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent se relancer dans les sciences techniques, les arts et les mathématiques, qui sont tellement demandés aujourd'hui, en ayant justement l'attrait de ce nouveau tram qui va parcourir nos rues. Donc, l'Université de Liège, mais aussi les hautes écoles, les centres de formation sont bien équipés pour pouvoir donner aussi les formations qui sont nécessaires à tous ceux qui veulent se réorienter vers ce système-là. Et je m'en réjouis. Donc, j'aurai de belles années encore pour ma fin de carrière pour la formation des futurs étudiants. Alors, le deuxième point que je voulais vraiment mettre en avant, c'est comme vice-recteur à la mobilité. On avait souhaité dans l'équipe rectorale avoir quelqu'un qui touchait de près à la technologie des véhicules terrestres pour pouvoir mieux comprendre les implications que cela pouvait avoir, parce qu'on a beaucoup souffert et donc il fallait aussi pouvoir dialoguer avec tous ceux qui essayaient tant bien que mal de faire évoluer le dossier.
Et aujourd'hui, l'Université de Liège, elle est fort dépendante, très dépendante même des transports en commun. Donc le tram, c'est une pièce maîtresse du transport en commun. On pourra discuter le fait que, est-ce que c'était mieux de le mettre sur le long de la Meuse, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions alternatives. Mais le tram a réorganisé aussi les systèmes. Et pour moi, je suis très heureux, même si certains vont peut-être pleurer de cette manière-là, qu'on a réorganisé les systèmes de bus et les busways qui vont desservir le Sartinement et le CHU. Sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près entre 16 et 18 000 étudiants qui montent et qui descendent du CHU. Et même aujourd'hui, faute d'auditoire en suffisance, on a des étudiants, à peu près 10 000 étudiants qui montent ou qui descendent sur le temps de midi. C'est donc une force et une faiblesse de notre université. C'est d'être sur 2 sites. Un très beau site qui est au Sartinement, qui a un campus vert, préserve 2000 hectares de forêts et de réserves naturelles. Et aussi un campus qui est au centre-ville et qui va avec sa ville. Mais à condition d'avoir ce lien organique entre les 2 campus et la vie étudiante qui, malgré tout, s'organise plutôt autour du carré que des forêts du Sartinement, il faut le dire. Donc voilà, c'était vraiment un enjeu pour l'université. J'espère qu'on est à la 3e semaine, on a eu 2 semaines de congé, on voit qu'il y a une montée en puissance de la transformation du réseau, puisqu'on a aujourd'hui, on utilise les vieux bus pour faire des lignes 2 et 3. Dans le futur, j'espère qu'elles vont rapidement se transformer en busway, c'est-à-dire presque des hybrides tram sur roue, et qu'on va gagner en qualité de vie, en qualité de transport. Parce que pour les étudiants, je dois vous avouer que c'est un souci constant pour eux. Notamment, je vais prendre l'exemple des enquêtes a posteriori pour des étudiants étrangers qui racontent les choses qu'ils ont appréciées et celles qu'ils ont moins bien vécues. Et dans le top 3 des choses qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'ont pas aimé en Liège, c'est les transports en commun entre le Sartinement et le centre-ville. Et donc voilà, la perspective est là, l'appel d'air, donc allons-y, réjouissons-nous, mais surtout ne nous arrêtons pas en chemin parce que le travail n'est pas terminé. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vais plutôt prendre le point de vue de l'urbanisme et peut-être expliquer d'où vient le projet du tram et retracer un petit peu les motivations qui étaient au départ du projet. Moi, je n'ai pas encore pris le tram. Je dois avouer que je ne suis pas encore monté dedans. Mais de manière générale, le projet de tram à Liège, en particulier, avait 3 grandes motivations. Une première motivation, c'est comme dans tous les trams, c'est requalifier l'espace public. On considère en général qu'un projet de tramway, et mon voisin ne va pas être très heureux de cette situation, c'est 50% de financement de mobilité et 50% de requalification, rénovation urbaine, à peu près en termes d'investissement. Donc le tram à Liège, effectivement, si vous comparez d'autres moyens de transport comme le busway ou le métro, la performance du tram, ce n'est pas nécessairement la vitesse, c'est certainement la capacité, mais c'est ce qui fait son... Je crois qu'on m'entend, non ? Non ? Plus près. Comme ça. Celui-ci fonctionne ? Non. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. C'est le tien, on a mis le bon. Ouais. Et donc, le tram ici à Liège, de façon générale, son avantage compétitif par rapport aux autres modes de transport, c'est essentiellement le niveau de confort. Je pense que certains d'entre vous ont eu l'occasion de l'essayer. C'est les planchers bas, l'ensemble des trottoirs, l'ensemble de l'espace public est requalifié pour pouvoir passer de l'espace public au tram de manière complètement transparente. C'est le choix aussi qui a été fait à Liège assez rapidement dans la logique décisionnelle et qui explique aussi pourquoi il était placé sur le quai. C'est de partir sur l'idée d'un tram à la française, alors que la situation de Liège n'était pas du tout celle des villes françaises quand elles réintroduisent le tram à partir des années 90 et 2000. Alors, la plupart des agglomérations françaises réintroduisent le tram parce que le transport public, le bus perd de la clientèle. La situation de Liège est
exactement à l'opposé. On réintroduit le tram parce que le bus est totalement saturé. Il n'est plus possible de faire passer davantage de bus sur le barreau qui relie la place Saint-Lambert des Guillemins. Donc on reprend une technologie déployée en France de manière massive avec effectivement un tram relativement large. Si vous comparez le tram liégeois par rapport au tram bruxellois, on est sur des largeurs un peu plus importantes ici à Liège. C'est la technologie qui est utilisée qui est la même. Et ça va amener effectivement à passer plutôt sur les quais plutôt qu'à l'intérieur des quartiers, puisque le tissu historique liégeois est relativement étroit par rapport aux grands boulevards qu'on peut trouver dans les villes françaises. Donc on va reprendre la technologie pour des raisons de confort et également pour des raisons de technologie qui vont être déployées ici sur Liège. Ça va conditionner pour partie le tracé, avec toujours cette idée d'améliorer le confort et de travailler sur l'attractivité de la ville. C'est une première motivation. Donc on requalifie l'espace public et le tram fait partie de l'espace public. Deuxième motivation du tram, c'est ce qu'on appelle les effets structurants, c'est-à-dire que le tram, par rapport au bus, on ne peut pas le bouger. Et il est là pour des dizaines d'années. Et ça veut dire qu'une série d'investisseurs peuvent caler leurs investissements par rapport au tram, parce qu'il va être là, il va effectivement, progressivement attirer des développements. C'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de villes françaises. C'est ce qu'on voit déjà à Liège pour partie, avec des développements sur le Val-Benoît, des développements du côté de Coron-Meuse, sur le quartier de la Foire. Vous avez également tout le Val-Benoît, avec des effets structurants qui sont très remis en question. Au niveau scientifique, c'est extrêmement difficile d'établir un lien de causalité entre ces différents investissements et la présence du tram. Si vous avez suivi ce que je viens de dire, il y a des projets comme le Val-Benoît qui se sont développés bien avant que le tram ne soit là. Est-ce qu'on aurait requalifié le Val-Benoît de la manière dont on l'a requalifié sans le tram ? Je pense que ça aurait quand même été compliqué, vu les problèmes d'accessibilité du Val-Benoît. Mais c'est quand même assez hasardeux de dire on a redéveloppé le Val-Benoît comme on l'a fait grâce au tram qui arrive 5 ou 10 ans après les rénovations. On a toujours ce problème-là quand on analyse le lien entre une infrastructure comme le tram et les différents développements auxquels elle donne lieu. Et on ne sort jamais de cette espèce de jeu entre l'œuf et la poule. On ne sait pas ce qui vient le premier. Ce qui paraît évident, c'est que quand la ligne est là, chaque nouvel investissement se cale par rapport à d'autres investissements qui sont liés par une ligne extrêmement performante, extrêmement rapide, dont les temps de parcours sont garantis et qui est très très confortable, et progressivement ça entraîne effectivement davantage de développement au long de cette ligne. Donc on a un alignement d'agenda de différents types d'investisseurs publics, privés, qui va se mettre en place en raison de l'arrivée du tram, qui est d'une certaine manière un alibi pour coordonner une série d'investissements dans une métropole. Troisième argument du tram de Liège, et c'est assez spécifique à Liège, c'est construire une métropole. Et très rapidement, le choix qui est fait, c'est d'avoir une ligne qui va sortir de la ville de Liège, aller de Herstal à Serein, de manière à construire effectivement une agglomération liégeoise. Et d'une certaine manière, le projet qui va derrière, c'est de dire on va construire l'agglomération par le projet plutôt que par les institutions. C'est le projet qui va entraîner progressivement un alignement, de nouveau ici pas des investisseurs publics et privés, mais un alignement des différentes autorités communales, municipales qui vont organiser leur développement, leurs agendas autour de cette ligne. Et c'est dès le départ, parce qu'on parle du tram lors de des premiers projets pour la candidature de Liège à l'exposition internationale, dès le départ, on envisage une ligne qui va relier au moins les 3 communes de manière à sortir du territoire strict de la ville de Liège. Et on a vu à l'expérience que cette pari de dire on va construire la gouvernance et les institutions par le projet n'a pas fonctionné, bien entendu. C'est beaucoup trop fragile, en particulier en raison des modifications de coalition au niveau régional qui ont amené l'abandon des extensions. Je pense qu'on reviendra sur cette question par la suite, mais c'était un pari beaucoup trop audacieux d'imaginer que la technologie, l'infrastructure allait d'elle-même susciter un alignement au niveau institutionnel, au niveau des différentes autorités politiques pour progressivement construire une structure de gouvernance. Ce que je pouvais dire pour la partie urbanistique. Alors, inviter un économiste pour s'exprimer à réjouissance, je pense, c'est une mauvaise idée. Parce que l'économie,
est une science, en tout cas elle en a la prétention, mais c'est une science qui analyse la façon dont individuellement et collectivement on va allouer des ressources rares à la satisfaction de besoins, voire d'envies, si pas illimitées, en tout cas de grande ampleur. Donc l'économie, c'est la science des choix, c'est la science de la rareté, mais conscient de la rareté, et tout le monde sera d'accord avec le fait que nous n'avons qu'une seule vie et que nous n'avons qu'une seule planète, mais conscient de la rareté et le précisant ad nauseam, l'économiste est quelqu'un qui empêche de rêver. Je dis d'ailleurs toujours à mes étudiants de première année, même s'il s'agit d'ingénieurs civils, ne tombez surtout pas amoureux ou amoureuse d'un économiste ou d'une économiste, parce que il ou elle vous empêchera de rêver. Et donc, l'économiste, il appréhende un projet de transport public, un projet d'infrastructure de transport, avec des chiffres et avec des faits. Et à mes étudiants, d'ordinaire, j'en reconnais quelques-uns dans la salle, même un géographe, je pense, j'explique comment on évalue la pertinence d'un investissement dans une infrastructure de transport. Avec un outil que je pense dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est l'analyse coûts-bénéfices. Coûts sociaux, c'est-à-dire les coûts supportés par l'ensemble de la collectivité, et bénéfices sociaux, monétaires ou non monétaires, dont la société va profiter. Et du côté des coûts, on va mettre les coûts de construction, on va mettre les charges de financement de l'investissement, des charges d'intérêt, on va mettre les coûts d'exploitation, donc des coûts en termes de main-d'œuvre, des coûts relatifs à l'énergie, des coûts relatifs aux pièces de rechange, mais aussi des coûts environnementaux. Le coût des polluants, le coût des gaz à effet de serre, le coût du bruit et des vibrations, le coût des accidents, les morts, les blessés graves. Et on va monétariser l'ensemble de ces coûts, non pas parce que les économistes aiment bien les euros ou les dollars, mais tout simplement parce qu'on souhaite avoir un dénominateur commun entre tous ces coûts divers et variés qui sont monétaires ou non monétaires. Et plus on en fait la liste, on donne évidemment plus de poids aux coûts qui interviennent rapidement qu'aux coûts qui interviennent beaucoup plus tard. Payer en euros aujourd'hui ou payer le même euro dans 30 ans, je suppose que vous payerez le même euro dans 30 ans si on vous donne le choix. Et puis on va comparer ces coûts avec les bénéfices que la société va retirer de cette infrastructure, de ce projet de transport. Et parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui ont déjà été évoqués, mais il y a des gains de temps. Et donc on va essayer de monétariser la valeur du temps, mais sur base d'une petite technique qui est celle des économistes, que l'on qualifie de temps en temps de coût d'opportunité, à savoir se dire, les gens vont gagner 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ils vont faire quoi de ce gain de temps? Quelle est la valeur de ce gain de temps? Au lieu de regarder 5 minutes leur smartphone dans le bus le matin et 5 minutes leur smartphone dans le bus le soir, ils vont regarder leur smartphone dans leur fauteuil. Est-ce que cela a une grande valeur? C'est à chacun d'en juger. On va aussi bien évidemment mettre en évidence, du côté des bénéfices, tous les gains en termes environnementaux. Moins de CO2, moins de NOx, moins de bruit, moins d'embouteillages avec tous les effets que ces embouteillages causent sur le bien-être de la population. Et puis on va mettre aussi, et Jacques Teller a déjà évoqué le sujet, et Pierre aussi,
les retombées économiques. Alors, il y a beaucoup d'enseignants, je pense, dans la salle. Et quand on est dans une salle de cours avec des étudiants, de temps en temps, on doit leur faire remarquer que ce n'est pas le mur qui est attaché au tableau, mais le tableau qui est attaché au mur. Tu as parlé d'œufs et de poules. Et donc se pose toujours la question du lien de causalité entre l'infrastructure de transport et les dépenses qui vont avec, et les retombées économiques. Pendant longtemps, on a entendu dire que c'était les chemins de fer qui avaient permis le développement de la côte ouest des États-Unis. Et des économistes qui font de l'histoire ont voulu confirmer ou infirmer cette légende urbaine. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce ne sont pas les chemins de fer qui ont permis le développement de la côte ouest des États-Unis, mais c'est le développement de la côte ouest des États-Unis qui a justifié le développement des infrastructures ferroviaires, d'ailleurs sur fonds privés. Et je suppose que les entrepreneurs privés qui ont développé les chemins de fer pour aller desservir la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, ils avaient fait un calcul, si pas économique, un calcul financier. Et donc, pour le tram de Liège, il n'y a pas eu cette analyse coûts-bénéfices sociaux. Et donc, d'un point de vue scientifique, parce que réjouissance, c'est se réjouir d'un beau projet que l'on voit circuler sur les grands boulevards, mais c'est aussi une approche scientifique. Et il n'y a pas eu d'analyse faisant l'inventaire de ce que ça allait coûter, de l'inventaire de ce que ça allait rapporter. On n'a pas calculé ce que l'on qualifie dans le jargon des économistes, la valeur actualisée nette de ce projet, nette des coûts, ou le taux interne de rentabilité, si on veut s'exprimer en termes relatifs. Et on n'a pas non plus, parce que la tâche est évidemment assez vaste, pu comparer le projet de tram avec des projets substituts. Par exemple, sur un même itinéraire, mais des tribus à batterie électrique, qui fonctionnent aussi très bien. Quel coût, quel bénéfice? Ou un projet avec des bus, des tribus ou même au-delà, qui fonctionneraient avec de l'hydrogène. Habituellement aussi, quand on a un projet de développement d'une infrastructure de transport par le secteur public, on est aussi amené à se demander, oui, mais est-ce que l'argent public, qui est rare, ce n'est pas les pauvres profs d'université, futurs pensionnés, qui me contrediront, mais toujours est-il, l'argent public qui est rare, aurait-il été mieux affecté à d'autres activités? On doit, par exemple, en Wallonie, investir lourdement dans la construction de nouveaux hôpitaux. Beaucoup de nos hôpitaux en Wallonie, ils datent des années 1950, ils fonctionnent avec les moyens du bord, ils ont été rénovés souvent de manière plutôt superficielle. Il y a de lourds investissements dans le secteur hospitalier, pour ne donner qu'un exemple. Est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans un hôpital, par exemple le nouvel hôpital de Verviers, ou dans le tram de Liège? Bien, vaut-il mieux ou pas? On ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas eu d'analyse. Et par conséquent, on est dans une situation où, si je vous parle de Frédéric II, Frédéric le Grand, roi de Prusse, qui a fait construire le palais de Sans Souci à Potsdam. Et quand il parlait de son palais, il disait « meine Fanfaronnade ». Eh bien, rien ne permet de dire que la gare de Mons, la gare de Liège ou le tram sont autre chose que des fanfaronnades. Je n'en sais rien, mais il aurait sans doute été heureux que, avant d'entamer le projet, on se lance dans un calcul, certes très compliqué, mais qui aurait peut-être abouti à des conclusions que tout le monde n'aurait pas appréciées. Je vous remercie. Merci beaucoup
tous les trois pour ces interventions. Alors maintenant, place à la discussion avec la salle. Je ne sais pas. Par exemple, le vélo, on va peut-être commencer par le vélo, hein, c'est un beau sujet. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est le vélo ou le tram ou le bus. Je pense qu'il faut faire, et ça c'est un message que je porte depuis que j'ai été nommé prof en 2003, c'est et. Il faut utiliser les moyens de transport là où ils sont les plus efficaces. Alors, c'est particulièrement vrai avec le vélo, après la crise sanitaire, Covid. On a vu un regain énorme lié aux cyclistes, pour deux raisons. D'abord, il y avait le fait qu'on vivait, on avait peur de la communauté. Deux, c'est qu'il y a eu une avancée technologique, c'est que les vélos assistance électrique permettaient de s'emparer et de franchir les reliefs. Donc ça, c'était... Et moi, je regrette quand même qu'effectivement, on n'est pas plus proactif. Mais c'était peut-être il y a 10 ans qu'il aurait fallu commencer à faire un peu plus de rénovation. Quand je vois, par exemple, qu'on fait des rénovations et qu'on ne met pas de pistes cyclables, je trouve que ça c'est vraiment une occasion manquée. Maintenant, il ne faut pas tout mettre au vélo, pas tout mettre au tram, il faut adapter, et je pense que c'est de là qu'on va le faire. Dans la communauté, on voit très bien qu'on a un report modal, donc des gens qui prenaient le bus ou la voiture, qui prennent le vélo, et donc c'est pas que des gens qui viennent en voiture qui prennent le vélo, c'est des gens aussi qui venaient au bus, avec le bus auparavant, qui prennent le vélo, et on est passé de 8 à 12%, de 4 à 12% en 8 ans, je pense, Jacques. Donc c'est un vrai succès. Mais aussi, il faut voir qu'on a pris des parts de personnes qui venaient en bus et qui sont passées au vélo. Ça a beaucoup d'avantages. C'est bon pour la santé. C'est aussi beaucoup plus indépendant des horaires. Et donc, il y a des personnes qui apprécient aussi d'avoir un horaire très, très variable pour ça. Alors, voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit maintenir les voitures au centre-ville ? Ça, c'est un autre débat. Personnellement, moi, j'ai évolué très fort sur ça en 20 ans. Et compte tenu des impacts qu'on a pu mesurer dans différents projets de recherche, je pense que de moins en moins, on doit autoriser le véhicule thermique, voire plus du tout, dans les centres-villes, personnellement. Mais c'est un argument, c'est les pneumologues, c'est les sciences de la santé qui me disent que voilà, on n'y parviendra pas, même si on a des systèmes de dépollution, il faut absolument passer à autre chose. Je prends peut-être la question sur le tram long versus le tram court, donc sur les extensions. Bon. Alors, je vous ai dit, on n'a pas fait de calcul. J'ai un peu exagéré, mais vous savez bien que quand on est enseignant, on doit caricaturer pour que le message passe. Et donc, il y a une douzaine d'années, le gouvernement wallon a fait quand même quelques petits calculs, notamment quant à sa capacité d'endettement. Et je pense qu'à l'époque, le ministre-président était Paul Magnette et le ministre des Transports était Carlo Di Antonio. Et ils ont fait des calculs. Et après avoir fait ces calculs, ils ont décidé d'un tram court. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour faire un tram long. Et depuis une douzaine d'années, la situation de la région wallonne ne s'est pas embellie de manière telle qu'il y aurait aujourd'hui de quoi financer ce que l'on n'avait pas les moyens de financer hier. Et donc, décider de ne pas réaliser ces extensions, en réalité, c'est dans la droite ligne de ce qui avait été calculé quand même, il y a une douzaine d'années. Il faut aussi savoir, petit point technique, c'est qu'il y a eu la pandémie, qui a fait exploser les coûts en matière de construction, aussi bien pour votre nouvelle salle de bain avec son carrelage que pour les voies ferrées. Et d'autre part, les extensions posaient un petit problème de relation entre l'autorité publique qui finance et le consortium. On ne pouvait pas imaginer construire un deuxième dépôt
on ne pouvait pas imaginer avoir d'autres types de trams pour les extensions que pour le tronçon principal. Et donc, on avait anticipé d'éventuelles extensions en prévoyant ce qui était prévisible et chiffrable. Donc, on avait prévu au dépôt du côté de Bressou des voies additionnelles. On avait aussi obtenu les prix pour un tram. Ça coûte combien un tram en plus si on veut un tram en plus? Mais il y avait certains petits postes qui n'avaient pas pu être chiffrés et qui vont empoisonner la vie de ceux qui voulaient les extensions du tram. C'est essentiellement des systèmes de sécurité qu'on doit mettre dans l'infrastructure et qui vont communiquer avec le tram. Dans la mesure où on doit prendre les trams de Tramardent, il fallait prendre les systèmes de sécurité commercialisés par Tramardent. Et dans les négociations, il s'est avéré que Tramardent, se sentant en position de monopole, a demandé des prix qui étaient insoutenables. On savait déjà que financièrement, ce n'était pas possible. Et se pose alors à nouveau la question, qu'est-ce qui est le mieux, un tram ou des bus à batterie? Mais le tram long, c'est une question purement monétaire. La région n'a pas l'argent. Je vais reprendre les 4 points, mais je vais aller très vite sur la question du vélo, je suis tout à fait d'accord. Hein. Le projet est très daté, hein. C'est un projet qui a été conçu début des années 2010 et effectivement à ce moment-là, l'agenda vélo n'était pas du tout ce qu'il est pour le moment, mais on pourrait parler d'autres choses. On aurait pu profiter de cette infrastructure pour mettre en place du réseau de chaleur. Je ne pense pas qu'on va réouvrir les voiries dans les 10 ans qui viennent sur les quais pour mettre du réseau de chaleur. Ça va être compliqué politiquement. Donc il n'y a pas eu de réflexion sur la manière dont on pouvait coordonner différents types de réseaux au moment où ça a été fait. Et effectivement, on va en supporter les conséquences dans les décennies qui viennent. Et c'est toujours lié effectivement au temps extrêmement long, et en particulier à Liège. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça a pris énormément de temps par rapport à d'autres villes entre le moment où le projet est conçu et on est lancé dans un marché public et le projet se déroule. Deuxièmement, sur les parts modales, effectivement, il y a un report sur le tram dans toutes les villes françaises dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient en perte de vitesse au niveau du transport en commun. L'arrivée du tram a pratiquement toujours permis de regagner des parts modales pour les transports en commun. Maintenant, je ne suis pas du tout, un tenant de la théorie magique d'évaporation du trafic. Je ne crois pas que le fait de resserrer les voiries partout va faire disparaître la demande, en particulier la demande de voitures. Et il y a un risque qu'une partie de la charge se reporte sur d'autres types de quartiers, en particulier le quartier Outremeuse. Parce qu'effectivement, on a très très fortement serré sur toute la rive droite, qui est historiquement la rive aisée à Liège, et tout ce qui est rive gauche, on va avoir... rive gauche, oui, pardon. Rive gauche qui est plutôt la rive... Merci. Et la rive droite qui est plutôt la rive... La rive droite vote à gauche. Qui est plutôt défavorisée, qui va reprendre une partie du trafic qui va se reporter sur cette partie-là pour tous les gens qui traversent la ville, s'il n'y a pas de mesure par rapport au transit. Sur les parkings relais, c'est un gros débat dans toutes les métropoles, en particulier sur les choix qui ont été faits. On peut dire aussi, outre le fait que le tram passe sur la rive la plus aisée, en plus c'est un tram pour les périurbains. C'est un argument qu'on entend. C'est-à-dire que on fait cette infrastructure pour permettre à des habitants qui sont implantés en périphérie de laisser leur voiture à la sortie de la ville et bénéficier des aménités de la ville avec des entre-distances entre les arrêts de tram qui sont plus grandes que les entre-distances du bus, des quartiers qui sont moins bien servis. Si vous regardez le quartier Saint-Léonard, la desserte n'est plus du même niveau, et par contre, ceux qui gagnent énormément, ce sont les périurbains. Donc ça pose toujours un problème de justice. Savoir où va-t-on mettre les parkings relais, ça repose pour qui fait-on le tram. Et en particulier dans une configuration comme celle de Liège. Et sur les extensions, là, je reviens sur l'argument dont je parlais tout à l'heure. Si on attend des effets structurants du tram
il faut des espaces, il faut des terrains. C'est pas dans le centre-ville de Liège qu'on va pouvoir développer des nouveaux projets immobiliers, des nouveaux projets économiques. Parce que le centre de Liège est saturé. Et on le voit, tous les projets que j'ai mentionnés sont déjà à la périphérie de la commune de Liège. Et là où il y avait vraiment du foncier disponible, c'est sur Herstal, c'est sur la liaison entre Seraing et le stade de Sclessin. Et là, il y a effectivement un effet qui était attendu, qui était très important. Par ailleurs, l'abandon des extensions pose aussi une question de confiance par rapport à la puissance publique, puisqu'elle s'était engagée, que les communes avaient adopté des projets. Il y a des financements FEDER qui a été fléchés vers les projets à Seraing, à Herstal, en fonction de l'arrivée du tram. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'on a l'infrastructure, ça permet de justifier des investissements, y compris sur du FEDER, également par ailleurs des investissements privés, et on a des effets d'entraînement. Ces projets, et donc les communes qui avaient pris la peine, pour une fois, d'adapter leur projet d'aménagement à la mobilité, plutôt que le contraire, parce que quand même l'histoire sur les 30-40 dernières années, en particulier à l'époque du TEC, c'est on fait passer le transport en commun là où on amène de nouveaux développements, avec un réseau qui devient une espèce de un grand plat de spaghettis, parce qu'il faut chaque fois aller chercher la demande là où elle est. Ici, on est dans une logique contraire. On dit, on va structurer la production d'habitat, la production de nouvelles infrastructures autour de l'infrastructure de mobilité. Et ces gens qui ont fait ce pari ont eu tort. On vient de leur dire ici, non, vous ne pouvez pas faire confiance à la puissance publique, on rompt le contrat, on le déchire. Et par ailleurs, mais ça va poser des problèmes, de nouveau, pour la population la plus précaire, en fait, qui va avoir un report de charge. Et on sait qu'en transport, plus que la question de la vitesse du tram, j'ai dit tout à l'heure, c'est le confort qui compte. La première situation d'inconfort, pour les gens qui utilisent le transport en commun, c'est quoi? C'est les correspondances. Et donc, on vient leur mettre une correspondance, une frontière, une barrière à l'arrivée, à la transition depuis le bus vers le tram, alors qu'on avait la possibilité d'aller chercher la demande, avec des pôles qui sont quand même assez importants. Le pôle de Gemep, avec de l'enseignement supérieur qui se développe. Il y a une demande pour du scolaire qui était vraiment importante. Peut-être moins fort sur Herstal, la liaison sur Gemep était certainement plus justifiée, mais toutes ces populations vont avoir une rupture de charge. Une rupture de charge, c'est une correspondance par rapport à laquelle ça va allonger leur parcours, ça va diminuer la situation de confort, et ce sont de nouveau les populations les plus précaires qui vont en subir les conséquences. Je pense effectivement une grosse partie de la demande sur le transport en commun, et je rappelle, le bus à Liège a énormément de succès. Le transport en commun à Liège fonctionne extrêmement bien, fonctionnait très très bien. C'était un de ceux qui avaient le plus d'usage et d'usagers. Quand on compare le TEC Liège par rapport à l'ensemble de la région Wallonne, la part de Liège était énorme dans l'utilisation, en particulier en raison de la concentration d'écoles. Effectivement, le tram est plein. Pour dire les choses comme elles sont, on s'y attendait. On s'attendait au fait qu'il soit assez rapidement saturé. Et ça va réouvrir la question qui était soulevée par Henri Jean du partenariat public-privé. Puisque si on veut ajouter des trams par rapport au nombre de trams qui existent, c'est une nouvelle négociation avec le partenaire privé qui va de nouveau poser ses conditions. Et on n'aura de nouveau pas le choix. Il est en situation de monopole. C'est pas qu'il se sent en situation de monopole, il est en situation de monopole. Donc ça va réouvrir la discussion. Et par rapport à la question des extensions, ça va effectivement reposer le problème. Comment fait-on pour ajuster l'offre à la demande? Sur la question du pourquoi supprimer les bus, c'est l'objectif. En fait, c'est de ramener effectivement une partie du trafic qui se déplacer sur les bus, sur le tram, et donc il y a des logiques de rabattement. Et classiquement, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent, comme dans toutes les modifications en matière de mobilité. On ne change pas la mobilité sans qu'il y ait des perdants. Et il y a toujours, on essaie de maximiser le nombre de gagnants, je vous rassure, mais on essaye il y a toujours des gens qui perdent, et ici, les personnes qui vivent en dehors de la ligne, effectivement, se retrouvent avec une correspondance, et on est sur un calcul économique
le tram, il y a effectivement une capacité plus importante. Les coûts opérationnels sont moins importants que le bus. Il y a moins de chauffeurs, il y a moins de remplacements, etc. Les durées de vie du tram sont plus importantes. Donc là où le tram est intéressant d'un point de vue économique, c'est sur la durée de vie du tram, là où il est moins intéressant sur l'investissement. Et à Liège, on a résolu le problème de l'investissement en confiant l'investissement à un partenaire privé, mais c'est dans tous les cas, effectivement, une réorganisation complète du réseau des bus. Pour information, le réseau des bus n'avait jamais été revu en profondeur dans la région liégeoise depuis la fusion, en fait, entre les deux compagnies historiques. Il n'y avait jamais eu de remise à plat de l'ensemble du réseau. Ici, c'est la première fois qu'on fait une remise à plat de l'ensemble du réseau, on revoit toutes les lignes. Et il va falloir un certain temps, effectivement, pour que les choses s'ajustent, mais nous ne sommes pas dans un contexte très favorable. Et de manière générale, les lignes de bus dans une série de quartiers vont voir leur cadence dégradée en termes de fréquence de parcours. Rajouter peut-être pour ma part, puisque je suis aussi plus lié à ceux qui construisent les bus, les trams, etc. Moi, je suis par contre assez déçu en tant qu'ingénieur d'une chose, c'est que chaque ville, quelque part, veut avoir son tram, son système, etc. Ce qui, d'après les constructeurs, entraîne des surcoûts de 40 à 50% par rapport au tram s'il était standardisé. Si on le choisissait sur catalogue, comme vous choisissez une voiture, il serait 40 à 50% moins cher. Et la conséquence de ça aussi, c'est que le matériel de signalisation, le matériel électrique, serait interopérabilité, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire rouler des trams Siemens sur des lignes CAF, etc. Et donc ça, moi en tant qu'ingénieur, on parle tellement du low-tech maintenant, etc. Moi je dis c'est complètement fou et surréaliste, c'est d'un autre temps d'avoir cette volonté pour chacune des métropoles d'avoir son petit tram à soi et pas le tram standard, avoir le tram A, B, C dans des catalogues. Je crois que ça c'est vraiment d'un autre temps, il faut vraiment changer ça parce que ça entraîne des coûts sociétaux énormes pour avoir le même service. Et ça, moi, ça, ce serait quelque chose que je rêverais de pouvoir abolir. Mais je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit de manière très pertinente. Le tram saturé, on s'y attendait. Et c'est la raison pour laquelle on a planifié une bonne liaison entre le cœur de Liège et le Sartillement, qui devait être une ligne busway en site propre, qui passait ici, qui prenait le pont Kennedy, puis qui allait par le chemin le plus rapide que l'on aménageait en jetant les voitures en stationnement de la rue Grétry, en faisant un sens unique rue Grétry, pour reprendre ensuite l'itinéraire du Sartillement du côté du boulevard de l'Automobile, mais peu importe. Ce projet, pour le moment, il est mis en œuvre, mais de manière mineure, à savoir avec des bus diesel hybrides quand même, mais de relativement faible capacité et qui roulent au milieu de la circulation automobile. Mais néanmoins, on peut espérer que quand cette nouvelle ligne qui part de la République française et qui va jusqu'au CHU, mais pas au Botanique, quand cette nouvelle ligne sera, bien connue, et deux, si un jour on arrive à la mettre en site propre, ce qui est une question de moyens, mais surtout une question de courage politique. Si on veut plus d'espace pour le vélo ou pour le bus, il faut jeter la voiture dehors. Mais on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. Mais donc, toujours est-il que je pense qu'une partie des personnes qui sont pour le moment dans le tram sont des personnes qui l'inaugurent. Elles vont disparaître progressivement. Qu'une autre partie de ces personnes sont des personnes qui n'ont pas encore bien intégré le fait que quand on est place Saint-Lambert, on est beaucoup mieux avec le bus qui va passer juste ici devant et qui va rejoindre le monument Gramme en suivant l'ancien itinéraire de la ligne 4 par la rue d'Arskamp et l'hôtel de police Natalis, etc. Mais je pense que le tram sera un succès, et donc il y aura beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut quand même pas être trop inquiet une fois que tout sera mis en place comme prévu.
mais il va falloir attendre quand même quelques petites années. Enfin, il y a 2 bonnes lignes qui desservent le Sarthe-Ilmans. C'est celle qui part des Guillemins et c'est celle qui part du Standard. Et je ne peux que vous inviter, en profitant du beau temps, d'aller voir comment ces lignes commencent à fonctionner, les nouvelles. Hein. Là, oui. Et il y aura quand même un grand progrès par rapport à l'ancien temps. Mais j'ai beaucoup apprécié l'expression que vous avez utilisée, RER de Paris. Alors bon, Liège n'est pas Paris, hein, mais néanmoins, il faut savoir que le tram long, et on revient à un sujet qui a été abordé, il a le même itinéraire que le RER ferroviaire liégeois, puisqu'on a, il y a maintenant 8 ans, je pense, réouvert au trafic passager une ligne qui était uniquement une ligne de fret consacrée à Coqueril, qui fait Serein, Ougré, et puis qui arrive à Liège-Guillemins et qui va vers Herstal. Donc il y a une liaison ferroviaire, comme à Paris, parce que le RER à Paris, c'est du ferroviaire lourd. Il y a une liaison ferroviaire lourde entre Serein et Herstal, et elle ne demande qu'à être utilisée. Mais on a vraiment, dans le projet du tram, c'est pas uniquement une ligne de tram courte ou longue, peu importe, c'est toute une réorganisation qui tient compte de l'automobile, parking de dissuasion, est-ce qu'ils sont mis au bon endroit? Est-ce que les parkings de dissuasion correspondent à la mentalité des Liégeois? Quand je vois ce qui se passe au niveau du parking PR de Votem, je suis pas très enthousiaste. Mais toujours est-il que le tram, le réseau busway ou bus hiérarchisé et le train doivent être envisagés ensemble dans le cadre d'un réseau. Mais vraiment, pour la personne qui habite, qui est à Serein et qui veut aller à Herstal, ou qui est à Herstal et qui veut aller à Serein, il y a une ligne de train qui n'a pas une grande fréquence, mais qui n'a pas non plus une grande demande. Mais elle existe. Et je pense que la SNCB ne demande qu'une seule chose, c'est qu'elle soit utilisée. Par rapport à la ligne de fond de vallée, effectivement, il y a déjà une ligne de train. Je l'ai dit tout à l'heure, la motivation de la mise en place du tram, et Jean l'a dit aussi, il n'y a pas de calcul économique. C'est, à un moment donné, techniquement, c'est plus possible d'assurer un bus de plus sur cet axe-là. Et donc, il y avait un problème de saturation complète de cet axe-là, et c'est ce qui explique qu'on a mis en place cette ligne en priorité. Mais il faut quand même voir que dans l'agglomération liégeoise, toutes les infrastructures sont parallèles. Il y a le train, on a maintenant le tram et tout va en parallèle sur cet axe. Or, on sait à quel point l'activité économique se développe sur un axe orthogonal à celui-là. D'où l'intérêt de la ligne B1 qui doit aller de Anse à Chénet, qui a une capacité extrêmement importante. Il y a eu des débats par rapport à la question de tram busway. C'est la ligne aussi qui doit permettre d'accéder au Sarthe-Ilmans plus rapidement, parce que si on ne fait pas l'infrastructure en site propre pour la ligne B1, la ligne de bus qui passe par ici et qui monte par la rive droite, oui, cette fois-ci, je ne me trompe pas, va être pénalisée par les voitures. Donc les deux questions vont ensemble. La liaison Anse-Chénet permet de débloquer la liaison Saint-Lambert-Sarthe-Ilmans pour toute la partie agglomération. Et ce sont des liaisons fondamentales, et en particulier par rapport au développement économique, puisque le développement économique se développe de plus en plus sur la partie nord, avec une partie du résidentiel qui va vers le sud. Donc il y a vraiment urgence à faire cette ligne. Et par ailleurs, par rapport à la question du Sarthe-Ilmans, moi je ne défends pas, je ne travaille pas pour l'OTW ni pour le TEC, mais il faut quand même voir qu'on a quand même été plutôt bien servi ces dernières années avec la mise en place de nouvelles lignes, et en particulier si vous regardez les priorités en matière de busway à l'échelle de l'agglomération liégeoise, on va faire la ligne de busway vers le Sarthe-Ilmans en priorité, mais c'est pas du tout la priorité en réalité. La priorité, c'est l'axe Anse-Chénet, deuxièmement Fléron à Saint-Lambert, troisièmement Sarthe-Ilmans. On fait le truc à l'envers. On commence par le Sarthe-Ilmans qui est la ligne la moins capacitaire.
Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu une certaine pression par rapport à la rupture de charge. On revient sur cette question-là. Le tracé de la ligne 48 est interrompu au Guillemin. On savait, quand ce choix a été posé, que ça allait amener effectivement des désagréments pour les utilisateurs qui doivent, pour partie, prendre le tram puis le bus, ceux qui vont lier les deux choses. On aurait pu, à nouveau, dans une hypothèse de tram qui soit un peu moins à la française, si vous regardez la situation à Bruxelles ou dans un certain nombre de villes allemandes, le bus et le tram coexistent très bien, hein. On peut faire passer des lignes de bus sur des lignes de tram. Maintenant, on ne peut pas toutes les faire passer, parce que sinon, ça ne fonctionne plus. On retrouve le même problème de stationnement, de saturation. On aurait pu dire pour certaines lignes très chargées, ces lignes vont être maintenues sur l'infrastructure tram qui est là et qui ne vont pas déranger le tram. Vous regardez partout à Bruxelles, c'est assez régulier. Mais il fallait faire des choix. Il fallait faire ça uniquement pour certaines lignes et les lignes les plus capacitaires. Voilà, juste une petite intervention. J'ai juste quelques réflexions par rapport aux différentes interventions. D'abord, par rapport à la saturation du tram actuellement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'ai un fils de 16 ans qui revient tous les jours à la maison en me disant « Maman, c'est pas possible ». Sauf que tous les jours, c'est depuis hier. Et donc, en fait, on est quand même au 2e jour de la reprise d'une activité normale. Donc, il y a une période transitoire, il y a une période d'essai qui va probablement durer jusqu'à début septembre, parce qu'on estime, en tout cas le TEC estime, que le vrai choc, ce sera à la vraie reprise des étudiants, parce qu'ici les étudiants sont en plus en partie déjà en bloc. Et donc, au mois de septembre, il y aura une véritable réflexion, les choses seront mises sur le tapis et probablement que les utilisateurs du tram auront pris l'habitude d'utiliser le tram. Et par rapport à la desserte des bus, il y aura certainement des choses à réaménager, pas par rapport au trajet, mais plutôt par rapport à la fréquence. Et le TEC, en tout cas, moi je parle pour la ville de Liège, ouvre la porte à cette discussion qui doit intervenir, mais probablement au mois de septembre, avec un minimum de recul. Alors, moi j'ai juste deux, trois réflexions que j'ai notées, donc je reprends mon petit pense-bête. Déjà sur le choix de longer la Meuse, le choix de longer la Meuse, je dirais qu'on n'a pas attendu le tram pour décider de longer la Meuse. On a quand même une stratégie au niveau de la ville qui s'est déclinée depuis, je dirais, les années 2000, avec une intervention sur le centre-ville et puis des interventions quand même souhaitées au niveau de Bressou, au niveau du Val-Benoît, au niveau de Coron-Meuse, forcément avec un coup d'accélérateur autour de la candidature de Liège 2017. Et quand finalement on regarde tous ces projets qui ont été réalisés depuis les années 2000, si je rajoute la Beauvry, la gare des Guillemins, finalement on se rend compte que le tram est une courroie de transmission en fait et vraiment cette courroie entre tous les projets qui ont été réalisés. Donc forcément, s'il peut, et on l'espère, avoir un effet multiplicateur par rapport à de nouveaux projets à venir, forcément c'est bien. Mais je pense que c'est aussi une plus-value ajoutée à des projets qui ont déjà été réalisés. Et ça, faut quand même pas. Je pense que c'est important de le souligner. Alors, le coût économique de l'ETW, effectivement, il n'a peut-être pas été réalisé dans les règles de l'art. Après, nous, on constate, en tout cas pour ce qui est de la ville de Liège, que le tram, si on s'appuie sur un benchmark de bas étage, le tram, c'est quand même un outil. Si on regarde une ville de la taille de Liège en France, elle a 4 lignes de tram. Donc, pour un certain nombre. Parce que ce benchmark-là, on l'a fait. Donc, on a quand même un certain nombre de villes qui ont alors je parle de la ville, parce que après on viendra à la dimension métropolitaine. Mais si on prend Bordeaux, c'est 260 000 habitants. Nous, on en a 200 000. Donc, après, forcément, si on prend l'aire métropolitaine, c'est quelque chose d'autre qui chez nous n'existe pas. Mais donc, on se dit, et peut-être de manière absolument non scientifique, mais néanmoins réelle, que le tram constitue un outil d'attractivité et un outil qui peut nous permettre de travailler à tout le moins sur la ville et sur le centre-ville de manière à lui redonner une certaine dimension d'attractivité. Et ça, on y croit fortement. Alors forcément, ça ne va pas venir de soi-même, mais on constate quand même qu'avec l'arrivée du tram, on est dans un momentum
où il ne tient qu'à nous de finalement sauter sur la balle et de s'inscrire dans une politique d'attractivité pour Liège. Alors la métropole, je pense qu'on n'a pas alors encore une fois, je pense que le tram, dans sa vocation idéale, a pour but de pouvoir affirmer la métropole, mais en même temps, je pense que la métropole, on n'a pas besoin du tram pour affirmer que c'est une réalité. La dimension métropolitaine, elle s'impose d'elle-même. La centralité de Liège, je pense que scientifiquement, elle n'est plus à démontrer. Donc, on ne peut que déplorer le fait que le tram n'aille pas plus loin que les frontières strictes du territoire liégeois, non pas par coquetterie, mais parce que la métropole, c'est une réalité. Et s'il allait jusqu'à Herstal, il allait chercher une population de 40 000 habitants. S'il allait jusqu'à Seraing, il allait en chercher 50 000 autres. Et donc, ça, c'est la réalité métropolitaine de Liège. Et en tout cas, je pense que voilà, il s'agit de l'affirmer. Et on n'a pas attendu le tram pour l'affirmer. Et on continuera à solliciter que ce tram puisse aller chercher les populations au-delà de nos frontières. Ceci dit, petite parenthèse, on a quand même passé la Meuse, le tram passe la Meuse à un seul endroit, qui est un endroit qui va quand même chercher les gens vers des quartiers, qui est le quartier de Bressou, de manière à pouvoir faire la connexion vers la rive droite. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Voilà. Et puis par rapport à la question de la voiture en ville et du report modal, je pense que là non plus, ça ne se décrète pas. Et effectivement, il faut que ça s'accompagne d'une politique volontariste. Alors, c'est certainement perfectible, mais il y a une nouvelle politique de stationnement qui a été mise en place au niveau de la ville de Liège. J'avoue que c'est pas toujours facile à assumer, parce que tout le monde n'est pas content. Forcément, on est à Liège, dans la mentalité actuelle, toujours désireux d'aller se garer devant le magasin où on a envie de faire sa course. Mais en même temps, les mêmes Liégeois nous disent que Maastricht, c'est formidable. Et je ne sais pas si quelqu'un a essayé de se garer dans la rue à Maastricht récemment, mais il a intérêt à avoir un portefeuille bien garni. Donc voilà. Donc à un moment donné, c'est effectivement, on n'a rien sans rien, et c'est une politique volontariste qu'il faut qu'on poursuive. Et dernier point, le busway et la B1 en particulier. Donc cette ligne qui est censée aller du Mont-Léger jusqu'à Chênay, mais c'est une priorité. C'est une priorité, mais je pense qu'il faut la revendiquer, mais ne pas la revendiquer au rabais. Parce que si on la revendique au rabais, c'est-à-dire dans des conditions où le busway ne roulera pas en site propre, et pour rouler en site propre, il faut un budget minimum, tout le monde sera déçu, parce que ce busway s'insérera dans des voiries déjà saturées, telles que la rue Grétry, telles que le centre-ville ici devant. Et donc, ce busway, il faut une ligne complémentaire à la ligne de fond de vallée, mais il faut, je pense, que les moyens soient mis pour que finalement ce busway remplisse les objectifs pour lesquels il doit être conçu. Une petite réaction. Nos collègues géographes, qui font de la géographie économique, ont organisé, il y a pour une douzaine d'années peut-être, un colloque sur les métropoles. Et toutes les cartes qu'ils ont affichées dans le cadre de leur colloque scientifique indiquaient 2 métropoles en Espagne, Madrid et Barcelone, et 2 métropoles en Belgique, Bruxelles et Anvers. Et je sais qu'à l'époque, ça a un peu énervé certaines personnes, mais toujours est-il que du point de vue des critères de la géographie économique, et je ne suis pas géographe... Moi non plus. Liège n'est pas l'équivalent de Bordeaux, ou Liège, si vous comparez Liège, vous devez comparer Liège avec Aix-la-Chapelle et pas avec Cologne. Vous devez comparer Liège non pas avec Lille, mais avec Amiens. Alors Amiens, il y a une magnifique cathédrale, il y a, paraît-il, aussi un commerce tenu par la famille Trogneux, où on vend des biscuits, si je me souviens bien. En tout cas, toujours Amiens a donné un président de la République à la République française. Mais je pense que Liège aurait intérêt, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais à se ranger du côté de Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak
a dit un jour, en Europe, il n'y a que des petits pays, mais certains ne le savent pas. Et en Wallonie, il n'y a que des petites villes, mais certains ne le savent pas. Mais je pense que la dimension métropolitaine, elle s'entend dans un sens. Je pense qu'on n'a pas la prétention de se comparer à Barcelone, ni même à Lille. Mais c'est plutôt une dimension de communauté urbaine et de réalité, surtout dans le cas de Liège, pour lequel la fusion des communes a été réalisée d'une manière géographiquement parlant discutable. Et que l'ère métropolitaine et l'ère d'influence de Liège, et je parle ici du territoire, par nature, forcément, est influencée par la présence d'une multitude de petites communes, 24 en celle-là, sur son centre-ville. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je parle de métropole, mais tout en me gardant bien de me comparer à Barcelone. Il faut toujours admettre un certain nombre de faits comme celui lié aux planètes. Donc, métropole, pas métropole, c'est la question qui se pose à propos des planètes. Et tout le monde est d'accord de dire aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Et en Belgique, Liège tourne autour de la métropole bruxelloise. Je vous invite à aller à 7h du matin à la gare des Guillemins pour voir combien il y a de gens qui prennent le train aux Guillemins pour aller vers Bruxelles et combien il y a de gens qui sortent du train depuis Bruxelles pour venir à Liège, et vous serez édifiés. Donc, Liège tourne autour de Bruxelles et Serein tourne autour de Liège. Pour rebondir sur la question institutionnelle, sur la question métropolitaine, et je reviens sur la question du tram à la française, il faut voir que la solution du tram en France est effectivement conçue à l'échelle métropolitaine, avec les institutions qui vont avec, c'est-à-dire une communauté urbaine, que l'autorité organisatrice des transports, c'est la communauté urbaine, la taxe transport est collectée au niveau de la métropole, et donc on a un système intégré, institution, infrastructure. On est très loin de cette situation. C'est ça que je voulais dire. Et qu'en faisant le pari de dire mais l'infrastructure va créer l'institution, l'outil crée le besoin, mais on voit bien à quel point ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes registres, dans les mêmes contextes. Et de ce point de vue-là, le fait d'adopter systématiquement comme point de référence la situation des métropoles françaises n'est pas adéquat. Ce n'est pas notre cadre de référence, parce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur la taille des métropoles, etc. C'est simplement une question institutionnelle et de financement. On n'est pas dans le même contexte. De la même manière que Liège est polarisé par Bruxelles, Serein est polarisé par Liège. Et donc le besoin en déplacement des Serésiens et des habitants d'Herstal, c'est quand même se rendre au centre-ville de Liège ou dans les emplois qui sont situés pour partie à Liège. Avec à Liège une partie, du point de vue de la géographie économique, une partie de plus en plus importante des emplois qui se délocalisent vers l'arc autoroutier nord. Mais on a plus ou moins 50% des emplois dans le fond de vallée, 50% des emplois le long de l'arc autoroutier nord, c'est plutôt l'arc autoroutier qui gagne. Mais pour tous ces emplois, et on peut espérer qu'ils vont se développer, en particulier avec l'arrivée du tram, on a fait un investissement très important sur cette ligne de tram qui n'est pas rendu accessible pour ceux qui effectivement devraient pouvoir y accéder le plus facilement et qui ont le plus de difficultés à effectivement acquérir un véhicule. Et donc, quel que soit le schéma institutionnel dans lequel on est, la liaison, je pense que la liaison vers Herstal et Serein était justifiée. Oui. On est effectivement dans une situation nous, un peu particulière. On parlait beaucoup des développements de projets autour du tram à Herstal. On a eu des sociétés qui nous ont contactés par après en disant que elles étaient bien embêtées parce qu'elles avaient acheté des terrains liés à l'extension, liés en se disant en fait on a une possibilité, on pense aux ASEC, on a eu des entreprises sur le site des ASEC qui avaient vraiment des projets d'implantation liés à ce projet d'extension en se disant nous ça nous allait très bien d'avoir un lien direct avec
la ville de Liège à ce niveau-là. Et du coup, d'un point de vue purement stratégique, maintenant, je pense que c'est plus ou moins la même chose pour Serein. On est deux villes qui sont actuellement dans un flou total, dans le sens où on n'a aucune idée de ce qu'on va avoir. On n'a toujours pas été contacté ni par le TEW ni par la région pour une réflexion sur ce projet de bus prioritaire, et j'aime bien le mettre entre guillemets parce que ça ne veut strictement rien dire. Donc voilà, on est aussi dans cette situation-là pour les communes concernées par les extensions, dans des situations vraiment de flou absolument complet qui nous empêchent, nous, de continuer un développement sur du plus long terme, enfin sur du court terme plutôt justement. On n'a aucune idée de vers quoi on va sur du court terme, et donc on a tous des projets qui sont urbanistiques, qui sont complètement bloqués le long des extensions par rapport à ça. Les économistes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale recommandent toujours aux pays que l'on qualifie de en développement de recourir à des partenariats publics-privés, en leur disant vous n'avez pas les finances, vous n'avez pas les compétences, donc confiez ça au secteur privé. Et habituellement, cette politique du FMI et de la Banque mondiale est contestée par beaucoup de personnes, de temps en temps même qui campent dans le bâtiment, ici en face. En l'occurrence, le PPP liégeois, c'est un partenariat public-privé destiné à faire du design, de financer, d'entretenir et bien évidemment de construire. Alors, pour le design, on a à Liège une société connue au niveau européen avec une réputation au sommet, c'est le bureau Greich. Donc, on n'avait pas besoin du partenaire privé pour faire le design. Deux, quand on construit des routes, des ponts, des barrages, on fait toujours appel au secteur privé. Donc, le build, il allait de soi. S'il y a quelque chose que nous faisons encore assez bien en Belgique et en Wallonie, c'est nous financer à bon compte, sans doute grâce à l'Europe. Mais on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire privé qui prend son tout petit pourcentage, mais sur des sommes énormes, d'intermédiation. Et pour la maintenance, on peut en discuter à l'infini. Alors on a beaucoup parlé du système français, mais d'ordinaire dans le système français, ils font l'inverse. C'est le pouvoir public qui finance. C'est le pouvoir public qui fait construire par un entrepreneur privé, et puis alors qui confie son tram en exploitation à une entreprise plus ou moins privée, parce que souvent c'est la SNCF qui est derrière, ou c'est la RATP qui est derrière, ou c'est la Caisse de dépôt et consignation qui est derrière. Mais on devrait dire que pour l'exploitation, ils font plutôt confiance, entre guillemets, à un partenaire privé, mais pas pour le financement, ni pour le design. Et alors donc pourquoi est-ce qu'on a fait comme cela, alors qu'on a la technologie, qu'on a une capacité d'endettement? C'est précisément lié à la capacité d'endettement. Vous entendez régulièrement une mise en accusation de toute une série de contribuables qui font de l'ingénierie fiscale. C'est ce que l'on appelle en français de l'évasion fiscale, c'est-à-dire se mettre légalement dans les conditions pour ne pas devoir légalement s'acquitter de l'impôt. Et donc, la Wallonie ne pouvait pas, selon les traités européens que nous avons tous les pays participants à l'Union économique et monétaire, on s'est mis d'accord, sans avoir une Kalachnikov braquée sur nous, sur un certain nombre de critères en matière de déficit public et de dette publique. Et sur base des critères que l'on a admis tous ensemble, de manière libre et consentante et adulte, dans le cadre du traité de Maastricht, la Wallonie ne pouvait pas s'endetter, selon les critères. Et donc on a essayé de trouver toute une série de formules disant « Ah oui, mais si on associe le privé et que le privé supporte une partie du risque, on a vu ce que ça a donné, avec les 79 millions de rallonges que l'on a dû accepter. Mais donc, on a cherché une solution pour faire non pas de l'évasion fiscale, mais de faire de l'évasion budgétaire, qui est ce PPP. Pour pouvoir s'endetter sans enfreindre des règles. Alors, au total, ça ne change rien, si ce n'est que l'on a fait entrer dans le jeu un partenaire, et tous les partenaires,
souhaitent bien évidemment bénéficier du partenariat. Mais vraiment, le PPP, il n'avait d'autre sens que de contourner les règles européennes. Alors, je vais peut-être laisser parler, mais une petite précision. Le tram long, il n'a duré que ce que durent les roses. Mais néanmoins, il n'a duré que 18 mois. Entre le moment où le gouvernement wallon a dit « Ah, on a des fonds européens, on va faire le tram long », le moment où le même gouvernement wallon a dit « Ah, finalement, les fonds européens, ce sera trop court pour les utiliser, et donc on va essayer de financer autrement, sans le préciser », et le moment où le nouveau gouvernement wallon a dit « Bah, j'ai pas les sous », il n'y a eu que 18 mois. Et donc dire « Il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue », c'est vrai. Comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ou qui le croient. Mais donc, en fait, dire nous sommes victimes d'un revirement d'une politique qui avait été adoptée de longue date, ce n'est pas tout à fait vrai. Le projet qui avait été adopté, c'était le tram court. Mais on pourrait beaucoup en débattre. Juste pour rebondir là-dessus, je pense me souvenir, mais je n'ai pas une aussi bonne mémoire que mon voisin, qu'avant le ministre Di Antonio, c'était bien le tracé long. C'est au moment du financement, effectivement, qu'on retombe sur le tracé court. Après la modification du gouvernement, on revient sur le tracé long, qui était le tracé d'origine, et on abandonne, enfin, le tracé long il y a quelques mois. Donc le tracé long, tracé court, ça a effectivement beaucoup varié. Ce n'est pas un projet qui a duré 18 mois. Et par ailleurs, je pense que le problème que vous mentionnez, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il n'y a pas de causalité dans le tramway. Il y a un alignement. Il y a une coordination d'acteurs, et une coordination d'acteurs publics, une coordination d'acteurs privés. Et c'est effectivement l'effet principal du tram. Ça permet de mettre des gens autour de la table. Ici, l'abandon des extensions du tram, ça a l'effet exactement inverse. Ça désaligne. Il n'y a quasiment plus de communication, d'après ce que j'entends, entre l'OTW et les communes concernées. Il y a quasiment plus de travail à l'échelle de l'agglomération. Et de façon plus fondamentale, on est, et Henri Jean a commencé par ça quand il a fait sa présentation, on est face à des enjeux énormes en matière de transition environnementale. Tout le monde va devoir investir, parce que ça, la transition environnementale, c'est des investissements. C'est des investissements de manière à réduire nos coûts opérationnels sur la durée. C'est exactement le même principe que le tram. C'est un gros investissement, que ce soit les énergies renouvelables, la mobilité, c'est un gros investissement pour réduire notre exposition sur le long terme. Pour engager cet effet d'entraînement, effectivement, il faut avoir une certaine garantie sur le long terme. Et ici, l'abandon des extensions rend le système totalement imprévisible. Or, ce qu'on attend de la puissance publique dans un contexte de transition, c'est de la prévisibilité. Sinon, les acteurs privés ne peuvent pas s'engager. Et donc, ça, pour moi, c'est le principal problème lié aux extensions. C'est une question de prévisibilité de la puissance publique qui fait que pourquoi Galère, pourquoi telle société irait-elle investir sur ses compétences, sur du foncier, sur des opérations? Pourquoi irait-on développer des master plans sur 20-30 ans si tout d'un coup on peut abandonner ces projets? Enfin, je serais peut-être plus optimiste. Moi, je me suis dit que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le fera peut-être demain. Donc, et si le tram est un succès, alors à ce moment-là, il y aura d'autant plus peut-être de volonté. Et même d'un point de vue technique, je pense que le tram, forcément, c'est un nouveau jouet. Mais voilà, il va peut-être faire aussi un peu une maladie de jeunesse d'un point de vue technique. Et que la nouvelle extension sera peut-être une correction aussi de certaines erreurs ou certaines difficultés techniques. Donc moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça, je suis plutôt confiant. Ce sera donc le mot de la fin, du coup. Merci beaucoup.